que le jour où il y aura 30% d'enfants d'ouvriers à l'école polytechnique, ça veut dire qu'il y aura 80 enfants d'ouvriers de plus sur la totalité du territoire qui rentreront à l'école polytechnique. Pour tout vous dire, ça ne fait pas de monde, ça ne fait pas grand monde. Il y a un tropisme élitiste toujours dans ces affaires-là. Hein. En revanche, il y a 150 000 gamins qui quittent l'école sans rien savoir. Et alors eux, je peux vous dire que c'est des enfants d'ouvriers très massivement. Si je pouvais faire un peu de démagogie, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et moi, je préfère une école qui dit ma priorité, c'est de faire qu'il n'y ait pas 150 000 élèves qui sortent en ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, et qui me le feront payer d'ailleurs, en faisant des émeutes, en étant délinquants, en enquiquinant tout le monde, plutôt que de faire une idée fixe sur le fait qu'il faut que 40 élèves par an issus de ce milieu rejoignent l'élite. Je suis pour que 40 élèves rejoignent l'élite. Mais ça ne changera rien. Et d'ailleurs, une fois qu'ils seront dans l'élite, ils ne seront pas plus sympathiques que les autres. Peut-être même moins, parce qu'ils auront tellement le sentiment d'avoir du mérite que on n'a pas de garantie qu'ils soient du jour. Donc, l'idée qu'il faut développer, c'est que la justice scolaire, c'est pas simplement l'égalité des chances. C'est ce que j'appelle dans un livre qui devrait devenir célèbre un jour, c'est l'égalité des places. C'est que la justice d'une société, c'est pas simplement le fait que tout le monde puisse accéder aux positions inégales. La justice, c'est que les positions soient les moins inégales possibles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui est la priorité aujourd'hui, c'est que l'école élémentaire ne lâche pas 20% des élèves qui ne sachent en réalité ni lire, ni écrire, ni compter. Ça, c'est une injustice sociale bien plus considérable. L'injustice sociale, c'est qu'il n'y ait pas d'un côté des diplômes qui vous offrent l'accès à la totalité des emplois, et de l'autre côté, une absence de mérite scolaire qui vous ferme l'accès à la totalité des emplois. Donc, il faut que l'on raisonne autrement. Il faut que l'on dise, au fond, la justice scolaire, c'est bien sûr l'égalité des chances. Combien d'enfants du peuple accèdent aux élites, d'accord? Mais c'est aussi et surtout que la justice d'un système scolaire se mesure à la situation qui est faite au plus faible des élèves. À la situation qui est faite au plus mauvais des élèves. La meilleure école qui soit, c'est celle dans laquelle les mauvais élèves sont le moins mauvais possible. Pourquoi la France a de mauvais résultats à PISA? Ben parce que, grosso modo, on a 1/5 des élèves qui sont totalement en dessous de ce qu'on peut attendre d'une scolarité de 8 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'on les a largués, qu'on ne s'en occupe pas, qu'ils ne nous intéressent pas, qu'on ne sait pas faire tout ce qu'on voudra, et ne disons pas que c'est parce que leurs parents sont dans des situations impossibles, parce que dans d'autres sociétés, il y a aussi autant de parents dans des situations impossibles, et l'école sait quand même à peu près comment s'occuper de ces gamins. Voilà. Donc, il faut changer notre principe de justice, ne pas abandonner l'égalité des chances, mais comme le dit Rawls, c'est dire l'égalité des chances est supportable dès lors que le sort des plus faibles est le meilleur possible. Si vous voulez, quand je me battais pour l'idée de culture commune à l'école et que les syndicats enseignants qui sont ici, très amicalement, me disaient « vous défendez le SMIC », je suis « oui, je défends le SMIC ». Je préfère le SMIC que des niveaux de salaire qui soient purement définis par la compétition et le marché, c'est-à-dire qui fait que l'ouvrier français est en concurrence avec l'ouvrier chinois, on le paiera au tarif de l'ouvrier chinois et un peu moins. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai d'ailleurs toujours été étonné que nous, gens de progrès, on accepte aussi évidemment l'idée de SMIC dans le monde économique et que l'idée de culture minimale commune à l'école nous fasse autant horreur. Peut-être qu'on s'identifie spontanément au patron dès qu'il s'agit de l'école. J'insiste beaucoup là-dessus. Vous savez qu'aujourd'hui, alors je ne veux pas rentrer dans le détail, on en parlera du fameux socle commun, bon. Mais si tous les gamins de France, âgés de 15 ans, possédaient ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun, la France aurait 80 points de plus dans les scores internationaux que la Finlande, qui est le premier pays du monde. SMIC, SMIC, pas comme ça. Donc,
J'insiste beaucoup, la justice, c'est évidemment de faire que l'enfant du peuple qui le mérite grimpe, bien sûr. Mais c'est de faire surtout qu'aucun gamin ne reste sur le bord de la route. Et d'ailleurs, quand vous demandez aux gens, moi c'est quand même mon métier de faire la sociologie, de demander aux gens ce qu'ils pensent. En général, quand j'ai beaucoup travaillé sur les caissières de supermarché, elles ne demandent pas de devenir patronne de supermarché. En général, elles demandent que les salaires des caissières de supermarché soient augmentés. Ce qui me paraît profondément raisonnable. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a qu'une patronne de supermarché et qu'il y a 70 caissières. Voilà. Et que la situation des caissières sera plus améliorée par l'augmentation du salaire des secrétaires, des caissières, que par leur chance égale à celle de toutes de devenir patronne du supermarché. L'école, c'est pareil. Il faut que nous changions d'objectif. Alors pourquoi c'est très compliqué? J'y reviendrai, parce que les gens qui s'intéressent à l'école sont rarement du côté des vaincus et que cette question leur paraît généralement un petit peu bizarre. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faudrait penser. La deuxième chose à laquelle il faudrait penser en termes d'égalité des chances, c'est au problème de l'utilité scolaire. Je veux dire que si une école produit alors ça renvoie à un travaux d'un autre philosophe américain qui s'appelle Michael Walzer, qui est quelqu'un qui est au fond une sorte de disciple américain de Montesquieu. Montesquieu, vous connaissez, c'est la séparation des pouvoirs. Hein. Et Walzer est quelqu'un qui dit, au fond, que chaque sphère d'activité produit des inégalités. L'économie, l'argent, les interactions, le prestige, la politique, le pouvoir, etc. Il dit, au fond, il n'y a pas tellement à s'indigner que chaque type d'activité, fonctionnant sur un principe méritocratique, produit des inégalités. En revanche, ce qui est extrêmement inacceptable, c'est que les inégalités d'une sphère envahissent toutes les autres. C'est-à-dire, ce qui est inégal, ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il y ait des gens riches. C'est que quand vous êtes riche, vous avez aussi plus de pouvoir, plus de réussite scolaire, plus de sexe, plus de beauté, etc. Et quand vous êtes pauvre, évidemment, vous avez moins de pouvoir, moins d'argent, moins de sexe, moins de beauté. Voilà. Vous êtes bête, à la limite. Voilà. Donc, le principe de justice, c'est aussi de séparer les sphères. Alors, il faut bien, évidemment, que la sphère scolaire ait une influence sociale. Hein. D'ailleurs, on souhaite, quand on est pour l'égalité des chances, que la sphère des inégalités sociales n'envahisse pas la sphère des inégalités scolaires. On a raison. Mais il faudrait aussi que l'on fasse un petit effort pour que la sphère des inégalités scolaires n'envahisse pas trop la sphère des inégalités sociales. Il y a beaucoup de pays qui s'en tirent mieux que nous en termes de justice scolaire, parce que tout simplement, les diplômes jouent un rôle moins déterminant dans l'accès à l'emploi qu'ils le jouent en France. Ce qui est terrible en France, et ça il faudra qu'un jour on y réfléchisse, c'est qu'on est un pays dans lequel chaque parent est convaincu que la totalité du destin de son gamin est jouée quand il a 17 ans. C'est pour ça d'ailleurs que les parents en France se conduisent comme des sauvages sur le plan scolaire, parce qu'on se dit, c'est la position qu'a mon enfant à l'école à 17 ans qui va déterminer la totalité de sa vie. S'il n'a pas gagné sa chance à ce moment-là, il est foutu. Il ne regagnera jamais. On gagnerait beaucoup à faire ce que font des pays qui disent non, non, vous pouvez faire des études supérieures, par exemple, je pense à des pays scandinaves qui sont toujours un peu idylliques, mais le Canada n'est pas un pays scandinave, c'est un pays libéral, dans lequel, à l'université, vous avez énormément de salariés qui reviennent et qui rejouent une chance. Hein, vous rejouez, au fond, l'idée de justice, c'est de dire, on peut rejouer le match. Or, vous savez que nous avons un modèle scolaire en France qui est organisé par tuyaux. T'as redoublé, paf, c'est un handicap. T'as pas pris la bonne filière, paf, tu t'en remettras pas. Tu as raté cette orientation, tac, c'est définitif. On est dans un système extrêmement rigide, un système qui dirait l'école a sa propre définition du mérite. C'est très bien, ça compte, etc. Mais pourquoi n'y aurait-il pas d'autres conceptions du mérite qui seraient liées aux expériences professionnelles, qui seraient liées à ce qu'on a fait à côté, qui seraient liées à des qualités que le système scolaire pourrait évaluer, vous êtes sympathique, dynamique, généreux, vous occupez des autres, etc. C'est pas forcément plus moral, mais vous
vous multipliez les chances. Voilà. Dans un système inégalitaire, si vous multipliez les opportunités, vous atténuez la distribution homogène des inégalités. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Tandis que nous avons un système, et plus d'ailleurs il y a une crise de l'emploi en France, et plus nous avons peur, plus nous rigidifions le système. Alors qu'au contraire, on devrait dire, il serait bon que l'école n'ait pas tant d'emprise sur la vie des individus. Elle serait plus juste, et au fond, la défaite scolaire ne serait pas une défaite aussi radicale que ça. C'est très difficile pour des enseignants de penser comme ça, je le concède, parce que les enseignants sont la profession qui est l'expression chimiquement pure de l'équivalence entre le mérite scolaire et l'activité professionnelle. C'est-à-dire, le capétien, c'est toute sa vie qu'il est capétien, l'agrégé, toute sa vie, d'ailleurs, toute sa vie, l'agrégé traitera le capétien d'un petit peu haut. J'exagère, mais j'avais observé des choses dans les salles des profs qui montraient que ce n'était pas aussi démocratique que ça. Voilà. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, il faudrait qu'on décale notre manière de penser. D'une part, principe de... Comment dirais-je principe de différence. Principe de différence, on s'occupe d'abord des plus faibles, priorité aux plus faibles, hein, et sphère de justice, donnons, organisons la compétition sur plusieurs sphères, plusieurs types d'épreuves, plutôt que sur une seule d'entre elles. Troisième élément, évidemment, qui serait très intéressant, et j'espère un jour que les experts vont s'en occuper, c'est qui paye, qui gagne. C'est quand même une question qui est très intéressante. Un système équitable est aussi un système... Les diplômes que nous gagnons à l'école sont un bien collectif. Nous avons besoin d'ingénieurs qui font des TGV. Nous avons besoin de médecins qui... Je vais vous prendre un exemple. S'il y a un médecin dans la salle, je lui demanderai de sortir fumer. Voilà. Les études, je vais te prendre cet exemple. Bien, je suis dans une fac de médecine, c'est un débat qu'on a tellement dans ma fac. Les études de médecine, ça coûte très cher à la collectivité, c'est gratuit pour l'étudiant. Bon, évidemment. C'est gratuit, c'est un manque à gagner, mais enfin, c'est 10 ans, grosso modo, que la collectivité paye pour avoir un médecin. Ce qui est très bien, évidemment, on a tous besoin d'être soignés, il est normal que de la richesse collective fabrique des médecins. Ce qu'on observe maintenant, c'est que les premiers à l'internat de médecine, ils font ophtalmo sur la Côte d'Azur. Eh bien, moi, j'ai pas envie de payer pour que des types aillent soigner des vieux sur la Côte d'Azur pour s'acheter des 4x4. Voilà. Ça m'embête. Je préférerais qu'ils payent leurs études de médecine et qu'ils remboursent avec, au lieu d'acheter un 4x4 immédiatement, qu'ils payent leurs études et qu'ils s'achètent après un 4x4. Je veux dire que c'est un problème qui a l'air tout bête. Et pourquoi je le pose? C'est parce que ce qu'on constate, c'est qu'en France, notre système un peu aveugle de financement des études fait que nous observons des choses extrêmement étonnantes sur le poids des inégalités sociales dans l'école en France, qui est beaucoup plus considérable que ce qu'il devrait être en fonction de nos principes de justice. Et on observe que des sociétés qui ont des systèmes a priori nettement plus contestables du point de vue moral ou philosophique, ont beaucoup plus d'égalité scolaire que les nôtres. Parce que peut-être qu'ils ont levé ces voiles d'ignorance, ces formes d'hypocrisie que nous avons dans le rapport aux études. Il est normal que les meilleurs élèves fassent des études plus longues et plus chères, mais comme les meilleurs élèves sont des gosses de riches, et qu'ils deviendront à leur tour riches, ça peut poser des problèmes d'une certaine façon. Ces problèmes, on ne pourra pas éviter de se les poser, et d'ailleurs, d'une certaine manière, ils se posent quand on s'aperçoit que les gens, vous et moi, enfin surtout vous, tripotent la carte scolaire, on s'aperçoit qu'il y a, non, pas tout le monde, mais je dirais une partie nombreuse de la population, et ce serait très difficile de lui reprocher, agit de manière privée sur un marché public. C'est quand même un grand problème. C'est quand même un grand problème, je suis désolé. Comment on fait pour régler cette affaire? Alors c'est un peu abstrait comme problème, mais c'est un problème
très ennuyeux quand on observe en particulier que les inégalités entre les établissements scolaires se creusent mécaniquement parce que les élèves les meilleurs des établissements les plus faibles fuient ces établissements qui tombent, ce qui fait qu'on a de bonnes raisons de les fuir, ce qui fait qu'ils tombent plus encore, etc., etc. Ça pose quand même de très grandes difficultés, sachant que tout ça est au fond neutralisé par le fait que c'est public et que ça ne compte pas. Donc, je crois qu'il y aura l'égalité des chances, oui, mais d'abord privilégier peut-être d'autres critères de justice, comme les critères de, je répète, de principe de différence. D'abord le niveau des plus faibles. C'est pour ça que je pense qu'il faut, mais si on met des moyens dans l'école, il faut absolument les mettre à l'école élémentaire. Absolument les mettre à l'école élémentaire. Je veux dire, c'est là que l'on neutralisera le plus les effets des inégalités, etc. Voire des systèmes alternatifs de formation pour que ceux qui ont perdu le match scolaire puissent jouer d'autres matchs et les gagner. Et peut-être, même si c'est désagréable et c'est pas là-dessus qu'on gagne une élection, se demander quand même un peu quels sont les flux financiers derrière cette énorme machine qui a l'air de ne coûter rien à personne. Dernier point que je voudrais évoquer avant de vous laisser réagir, c'est le problème de la qualité éducative de l'école. Si on a la nostalgie de l'école républicaine, c'est pas simplement pour des raisons historiques, etc., pour des raisons d'imaginaire national, c'est aussi parce que cette école-là, avec son aspect très rigoureux, vache, très plume sergent-major, très bonnet d'âne, enfin bon, ceux qui, comme moi, l'ont connu n'en ont pas une image aussi romantique que l'on a souvent, mais était une école qui avait un projet éducatif. C'est-à-dire c'était une école, pour parler comme Durkheim, c'était une époque où on pouvait utiliser des mots sans être ridicule, c'était une école qui avait un projet d'éducation morale. C'est-à-dire qu'il se disait, au fond, il faut que les gamins apprennent à lire et à compter, bien sûr, mais il faut qu'elles fabriquent des individus, des sujets qui soient des sujets sociaux, qui ont une sensibilité, un type de comportement, enfin, qui soient éduqués. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans le système scolaire, c'est que notre obsession de la seule égalité des chances, de la seule performance des gamins, fait que si je vous demandais quel est le projet éducatif de l'école, personne ici dans cette salle, à commencer par moi, ne serait capable de le dire, sinon de dire des trivialités, faire des individus autonomes et critiques. Bon. À condition qu'il la boucle, d'ailleurs, parce que le modèle scolaire, c'est ça. Tu seras un sujet, mais plus tard, quand tu vas quitter l'école, pour le moment, tu apprends surtout à t'aider. Bon, les élèves, on a beaucoup d'enquêtes internationales qui sont quand même, je répète, dont chacune d'entre elles est critiquable, mais dont la somme produit quand même un effet de réitération peu pénible. Nous avons des élèves en France qui n'aiment pas aller à l'école, qui sont stressés, qui n'ont pas confiance dans les enseignants, des enseignants qui ont le... Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. J'ai passé 3 mois au Canada, vous entrez dans une salle des profs au Canada, on vous dit les élèves ne sont pas très forts, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas. Vous entrez dans une salle des profs en France, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit ils sont nuls, ils sont odieux. Voilà, bon. Voilà. Et les élèves, on a des enquêtes internationales qui sont très simples, qui posent une question, parce que quand tu ne comprends pas, tu demandes aux profs. Dans tous les pays du monde, 80% des gamins, 85% des gamins disent quand je ne comprends pas, je demande aux profs. Il y a un pays dans lequel 85% des gamins disent quand je ne comprends pas, je ne demande pas aux profs. C'est notre pays. Parce que, tout simplement, ce modèle éducatif que nous avons eu il y a plus d'un siècle, au fond, nous l'avons gardé comme un imaginaire qui fonctionnait assez bien avec des enfants de paysans dans une école très sélective, n'accueillant que des croyants, soit des boursiers, soit des héritiers. Mais ce modèle ne tient plus. On a des taux de violence extrêmement élevés, on a des taux de décrochage extrêmement élevés. Je suis d'assez près les enquêtes de Debarbieu, c'est quand même très inquiétant. Hein. Des gamins se battent, ils font ce qu'on appelle du bullying,
bouscule un autre, on demande aux gamins qui sont bousculés, qui vont se plaindre, ben, je le dis, que personne ne se sente visé, mais la réaction générale de l'école, c'est de dire aux gamins un peu torturés par ses copains, tu devrais changer d'école. C'est-à-dire la faible capacité collective de dire il y a un problème, on va s'en occuper, bon, voilà. Donc on est dans une école qui n'est pas accueillante, qui n'est pas vécue comme accueillante, dans laquelle d'une certaine manière ni les enseignants ni les élèves ne se sentent véritablement bien. Et je crois que c'est un bien scolaire que la qualité éducative. C'est un bien scolaire. Je vais m'arrêter sur cette anecdote. Je vous laisse réagir. Il y a quelques années, avec mon ami Marie Duru, on discutait avec des Danois. On était très contents parce que les Danois, vous savez, c'est des pays formidables, où ils sont vertueux, ils sont bons partout, c'est toujours effrayant. Leurs élèves n'étaient pas très forts, leurs élèves n'étaient pas très savants. Et on était quand même assez contents de leur dire, ouais, vous êtes les meilleurs partout, mais vos élèves, ils ne sont pas très bons. Et les Danois nous ont dit cette chose que j'ai trouvée formidable, ils ont dit, oui, ils ne sont pas très bons, mais on s'en fout. On s'en fout parce que ce qu'on attend de l'école, c'est qu'elle fabrique des individus qui ont confiance en eux, qui soient ouverts aux autres, qui aient de l'initiative. Ils auront bien le temps de devenir savants. Vous, les Français, vous avez soi-disant des individus savants, ils sont prétentieux, odieux, trouillards, méprisants. Nous fabriquons des individus qui doivent nous donner une bonne société. Vous fabriquez des individus qui vous donnent une société pas si bonne que ça. Et je crois qu'il faudrait qu'on retrouve ça. Au fond, alors c'est devenu aujourd'hui très ringard de parler comme ça, mais je crois que la réforme de l'école, c'est l'égalité des chances, plus le niveau des plus faibles, plus le mérite neutralisé par d'autres épreuves, mais c'est aussi la capacité de fonder une école dans laquelle des gamins se sentent accueillis, se sentent en confiance, se sentent protégés, dans lesquelles des adultes se sentent responsables d'une communauté de gamins. Et je suis très frappé de voir que quand on parle de l'école, tout ça a quasiment disparu du débat. Nous sommes uniquement dans l'idée performance, équité. La bonne école, c'est celle dans laquelle les gamins sont savants et dans laquelle les inégalités sont justes. Bon, il faut que les gamins soient savants, il faut que les inégalités soient justes, mais ça serait tellement mieux si les enfants qui vont à l'école se sentaient aussi bien accueillis dans la société où ils arrivent. Et je crois qu'il y aurait à réfléchir un petit peu là-dessus, ce qui suppose évidemment de penser à des choses toutes bêtes qui sont la nature des évaluations. Moi, je crois qu'on pourrait très facilement demain arrêter de noter les élèves jusqu'en 3e, on les évalue. Bien sûr, il faut toujours évaluer les élèves. On n'est pas obligé de les classer du matin au soir. Les enfants moi, qui ont été classés en grande section maternelle, déconnant. C'est bête et méchant. Je veux dire, tout simplement. Il faudrait peut-être qu'on ait un calendrier, un agenda scolaire. Vous savez que les pays sous-développés qui nous entourent, les élèves qui vont à l'école élémentaire vont en classe 40 jours de plus par an que nous. Nous, vous savez qu'ils vont en classe 140 jours qui ressemblent à des journées de cagneux. En CM2, c'est une journée de cagneux. On fait des maths et de la grammaire, et des maths et de la grammaire. Et, voilà. Et donc, je crois qu'il faudrait que l'on considère aussi que l'éducation est un bien indépendamment des performances et indépendamment de la simple équité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, je voulais dire simplement d'un mot. Bien sûr, ce qui se passe dans l'école est très largement déterminé par ce qui se passe en dehors de l'école, bien sûr. Si tous les parents étaient savants et vertueux, le monde serait meilleur. Bien sûr, s'il n'y avait pas de chômage, le monde serait meilleur. Bien sûr, si la télévision était intelligente, le monde serait meilleur. Mais en attendant, les comparaisons internationales ont au moins ce mérite, c'est qu'elles nous apprennent que dans des sociétés globalement équivalentes, il y a quand même des qualités, des justices et des efficacités de système scolaire assez sensiblement différentes. Autrement dit, il y a un espace politique pour agir sur l'école. On ne peut pas
passé notre temps à dire que ce qui se passe dans l'école, on n'y peut rien parce que c'est lié à ce qui se passe dehors. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je ne rêve pas d'une école parfaite, mais on peut, le monde étant ce qu'il est, on peut très sensiblement changer la nature et la qualité du système éducatif dans lequel nous plongeons nos enfants. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Merci François Dubé. Vos propos étaient à la fois décapants et assez radicaux. Certains les connaissaient déjà, je présume. Bon, il n'empêche que dans cet exposé très riche, vous avez ouvert vraiment beaucoup de portes, si je puis dire, enfin beaucoup de perspectives pour la réflexion des uns et des autres, enseignants ou non enseignants, et que effectivement ce que vous avez dit doit, je pense, susciter des interrogations ou bien appeler des réactions de la part des uns et des autres. La parole sera à qui la voudra, on demandera le micro. Voilà, je demande que l'on veuille bien éviter des interventions trop longues pour que la parole puisse circuler à peu près équitablement dans la petite heure qui nous reste à passer ensemble. D'abord, merci beaucoup pour votre conférence, que je trouve d'autant plus intéressante que je partage votre point de vue. Il y a beaucoup d'enseignants dans cette salle, et moi, je ne suis pas du tout enseignant, je suis un cancre, j'ai quitté l'école à 14 ans. Mais je voulais quand même que vous... Le sujet de la conférence étant la critique de l'égalité des chances, est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre point de vue concernant plus exactement l'inégalité des chances dans le domaine de la santé, par exemple, et dans le domaine de la représentation nationale, c'est-à-dire les élections où les chances sont très concentrées? Étant donné que ces trois domaines, l'école, la santé et la représentation nationale, fonctionnent en circularité dans l'analyse du thème qui était l'objet du débat de ce soir. Je ne vais pas, parce que ça serait très compliqué de prendre ces trois domaines qui fonctionnent selon des principes différents. Ce que je veux dire, il y a un point commun entre la santé et l'école, c'est que les inégalités que l'on observe à la fin, c'est-à-dire, grosso modo, un homme ouvrier a 8 ans d'espérance de vie de moins qu'une femme de catégorie supérieure. Parce que la grosse inégalité en santé, c'est homme-femme. Parce que d'ailleurs, c'est une vengeance des femmes étant socialement dominées, elles se vengent biologiquement quand même, pour des raisons, on ne sait pas pourquoi. Bon. Mais il y a de très grosses inégalités de santé, mais qui sont, comme à l'école, le produit de petites inégalités. C'est-à-dire que c'est ça qui est... Et quand les inégalités sociales, les grosses inégalités sont la somme de petites inégalités, c'est très difficile d'agir. Il faut agir, mais c'est beaucoup plus difficile que quand vous avez une grosse inégalité qui résulte déjà d'une grosse inégalité. Alors les inégalités de santé, on le sait, c'est que les métiers fatigants vous fatiguent, l'hygiène de vie est moins forte, l'accès à la santé est moins fort, et toutes ces petites différences font qu'à la fin, vous avez une grosse différence. Mais ceci dit, la comparaison, alors pour le système politique, le problème, il est fondamentalement, je travaille actuellement là-dessus, il est fondamentalement, et ça il faudrait, alors bon, c'est un thème électoral, mais tant qu'on n'aura pas l'interdiction radicale du cumul des mandats et l'obligation de ne faire que 2 mandats successifs, il n'y aura pas de mobilité du personnel politique. C'est très simple. S'il n'y a pas de femmes en politique, c'est pas parce que les hommes politiques sont